Ah, d'accord. Je tiens à commencer par rendre hommage à quelqu'un qui m'est cher et qui a dit quand je m'ausculte, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. Cette personne, c'est Nicolas Sarkozy qui a déclaré ça à l'Express il y a 2 jours, et qui par là est vachement intelligent. À la fois, il arrive à se remettre en cause avec cette volonté d'avancer, en même temps, il affirme le fait que, de toute façon, il est imbattable. Et s'adressant à tous ces militants UMP qui cherchaient à conquérir, je trouve ça vachement subtil. Une autre citation que je connais grâce à Monsieur Jules, c'est Georges Frêche qui a répondu à Jean-Pierre Elkabbach à la question « Mais qui peut vous battre ? Qui peut vous battre ?» Il a répondu « Bah, moi, je suis la seule personne capable de me battre. » D'habitude, il y a une énorme langue de bois sur ce genre de machin. On a un espèce de devoir de réserve plus ou moins important, et lui, il est tellement sûr de gagner qu'il n'en a strictement rien à faire, et qu'il impose son arrogance, parce qu'il est sûr de gagner, il est sûr d'être puissant. Ma théorie, elle est là. Les puissants ne font que s'apprécier à leur juste valeur. Les puissants manifestent uniquement les caractéristiques naturelles qui les poussent à être chefs. Et que le commun des mortels, qui ne possède pas ces caractéristiques, va appeler l'arrogance. Il ne possède pas ces caractéristiques, ce qui crée une différence. Il voit bien que ces caractéristiques manifestées ne sont pas propres à son groupe social. Et qu'il va s'en inclure une échelle de valeurs dans laquelle il va automatiquement placer les vertus mises en avant et appelées arrogance comme des vertus supérieures et naturelles qui vont pousser à diriger au sein d'un groupe social. Peu importe sa taille, il peut être tout petit, il peut être immense. Il y a différents exemples pour ça. Je pense que l'exemple qu'on apprécie tous, c'est Alexis Valas, prince de l'Europe, sauveur des nations, qui, le lundi de 8 à 10, une fois par semaine, nous rappelle au moins une fois sa toute-puissance en la matière, en commençant avec cette phrase à compléter à volonté. Il commence par « Moi, virgule, quand j'étais, et là vous choisissez sauveur de la Terre, ambassadeur de l'UNESCO, l'Union Européenne, l'OTAN, les Nations Unies, le Conseil d'Europe, enfin voilà, en Albanie, Irak, Kosovo, Afghanistan. » Il enchaîne sur sa petite histoire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On rigole un bon coup. On se moque de lui, sauf qu'à la fin, c'est lui qui est au micro, c'est nous qui prenons des notes, et tout le monde prend des notes sur ce que vient de dire Valas. Sauf moi qui joue à 2048 au fond. Il y a d'autres exemples, il y a même des gens qui sont tellement arrogants et qui sont tellement puissants qu'ils n'ont même pas besoin de parler. Pensez à tous ces fantastiques dictateurs soviétiques. Pensez à Kim Jong-un, qui finalement a juste besoin de mettre des grandes affiches, de se donner des surnoms qui nous paraissent ridicules, pour que son peuple ait le sentiment d'être pris dans les tendres et fermes, douces mains de leaders qui vont prendre soin de lui, même si nous, les surnoms nous paraissent absolument ridicules. Il y a aussi des gens, un peu comme Alexis, par exemple, qui sont capables de vous montrer sans un seul mot et avec les doigts d'une seule main leur classement de promo. Parce que moi je ne peux pas faire mon classement de promo, sera sûrement plus proche de mon score en 2048 que le nombre de 2023. Ça m'en amène à la suite de mon raisonnement. Quand on prend un mec qui gouverne n'importe quel pays, n'importe quel groupe, et que finalement son autorité lui est contestée, il ne faut pas oublier que n'importe quelle bonne junte militaire pourra renverser n'importe quel mec qui a aucune autorité, sauf si on laisse le mec qui n'a aucune autorité gouverner, comme jusqu'en 2017. Et dans ce cas-là, il ne se passe plus grand-chose au niveau de l'État ou du groupe dirigé. C'est pourtant ce que nous enseigne Machiavel et ce que tente de nous enseigner Zimmer en droit classique. Il y a une question fondamentale de légitimité. Si jamais on est légitime, si jamais les autres nous reconnaissent la capacité à gouverner, on gouverne et ça marche. C'est exactement la même chose avec la grandeur. En manifestant au travers de notre arrogance les vertus qui font de nous des chefs naturels, on se permet, quand les autres reconnaissent ces vertus, donc en gros, pour être chef, il ne faut pas être trop lourd non plus avec à quel point on est fort, sinon les autres vous aiment plus. Ça permet de... Pardon. C'est perturbant. Ça permet tout simplement de se faire accepter par les autres comme des leaders naturels et potentiels. Et au travers de ces qualités, on est amené chacun de nous, à notre échelle, à manifester les talents dont on est les seuls maîtres et les seuls propriétaires
pour grimper sur nos propres trônes de fer, qui nous permettent d'écraser les autres, d'assouvir notre puissance, notre grandeur à notre simple mesure, et l'arrogance va nous permettre de grimper sur ces trônes de fer et d'y rester en se maintenant en place. Il n'y a aucun chef, aucun dirigeant qui, en étant humble, en étant modeste, s'est maintenu au pouvoir. Il y avait forcément un roquet pour le contester. Mais pour finir, je voudrais juste terminer avec cette citation qui nous vient d'un film qui m'est cher, Spider-Man. Quand l'oncle Ben dit, et ça s'adresse à vous qui un jour gravirez sur votre propre trône de fer, de grands pouvoirs impliquent aussi de très grandes responsabilités. Voilà, je vous remercie. Chers juristes, chers contradicteurs, cher public, bonsoir. L'arrogance est-elle la vertu des grands? Très bonne question. Pour y répondre, intéressons-nous plus précisément à la définition de l'arrogance. Fierté qui se manifeste par une attitude hautaine, des manières méprisantes, mordantes, blessantes. C'est super sympa. Dès lors, comment est-ce que l'arrogance pourrait être une vertu, une qualité, une propriété particulièrement bonne? Ceux qui le prétendront, et au nombre duquel figure malheureusement pour lui vos contradicteurs, vous mentiront. Ils tenteront de faire passer la suffisance pour la marque d'une haute naissance et le mépris pour la grandeur d'une âme qui se sait supérieure. Ils justifient par là le dédain avec lequel tentent de traiter ceux qui se pensent mieux nés, mieux dotés par la nature, bref, plus grands. Mais ici, la grandeur est avant tout grandeur d'âme. De Gandhi à Charlie Chaplin en passant par Kirikou, nombreux sont ceux qui ont montré que la grandeur ne se mesure pas en centimètres et que l'on peut être petit, mais vaillant. Mais enfin, soyons sérieux, comment l'arrogance, le mépris d'autrui, la suffisance peuvent-ils être la marque d'une grande âme? Alors que, de tout temps, nos plus grands penseurs, les plus grands penseurs de l'humanité, de Victor Hugo à Colonel Riel, ont érigé l'humilité, en vertu essentielle. Et je cite: « Je n'oublie pas d'où je viens, du temps où je n'étais presque rien. Oh oh, la la la. » L'arrogance est la caractéristique de l'homme petit, qui porte des talonnettes et tente de se hisser misérablement au tabouret de la gloire. Et pour citer Jean-François de Marmontel, je ne connais pas plus que vous, mais moi au moins je fais semblant, la fierté prend souvent la source dans la médiocrité. Bien loin d'être la vertu des grands, l'arrogance est le vice des petits. Ces petits qui, refusant la défaite, hantent l'actualité médiatique. Et ça vaut aussi bien pour le petit Nicolas que pour Miley Cyrus, c'est formidable. L'histoire, à cet égard, regorge de beaucoup d'anecdotes croustillantes. Et ce n'est pas une nouveauté, d'ailleurs, puisque même la Bible le dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogant, bien loin de gagner son nom au Hall of Fame, risque plus sûrement de finir tout seul, misérable, à ruminer ses échecs, ses espoirs déchus, tout en entretenant patiemment son joli ventre à bière, avec lequel vous risquez tous de finir si vous continuez à ce rythme. Mais revenons au sujet. J'aimerais partager quelque chose avec vous. J'ai fait un rêve, un monde dans lequel les hommes étaient grands, nobles, héroïques, parce qu'ils s'aimaient. L'amour. Oh, it is love. Mais je m'égare. L'amour
qu'il soit filial ou passionnel. C'est lui qui pousse les hommes dans leur dernier retranchement à donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller secourir leur dinde de petite amie au gros sein coincé dans un niveau d'enfer, ou alors kidnappée par un méchant, ou en haut d'une falaise, prête à se jeter parce qu'elle croyait que son amant il était mort, et en fait non. Et c'est génial parce que l'amour élève l'âme, l'amour nous rend grands, l'amour nous rend meilleurs. Dans ce cas-là, là c'est bien, je parle d'amour, mais l'arrogance dans tout ça. L'arrogance a-t-elle sa place en amour? Eh ben non, parce que l'arrogant n'aime pas. L'arrogant est incapable d'aimer, il ne peut que s'aimer lui-même et contempler son propre éclat. Ou se servir des autres. Et l'arrogant n'est pas aimé. L'arrogant est admiré. L'arrogant est insensé. L'arrogant ne peut donc pas être grand, puisqu'il se prive du sentiment le plus élévateur pour l'âme humaine. L'arrogance n'est qu'une façade. L'arrogance n'est qu'une façade qui ne peut tromper indéfiniment. Tôt ou tard, les apparences s'effritent et la réalité reprend le dessus. On ne peut pas gagner un match simplement en prétendant être supérieur. Il faut prouver sa supériorité, il faut prouver sa valeur et il faut prouver sa force. Et voilà pourquoi je vous dis que l'arrogance et la suffisance de Sciences Po Paris ne suffiront pas le 28 mars dans ce groupe de l'Astro-Team à Grenoble. Nous sommes venus ce soir avec fierté et avec arrogance pour essayer de prouver notre supériorité respective à un public des plus agréables. Mais cette arrogance fait-elle de nous des grands Pourretins? Merci. D'un point de vue purement métrique, peut-on sincèrement considérer Nicolas Sarkozy comme un grand homme? Non. Est-ce que je l'ai défendu? Je l'ai cité, mais est-ce que je l'ai défendu? Non, je l'ai cité en tant que personne arrogante. J'ai bien précisé qu'une personne peut être arrogante, mais peut être aussi rejetée. Une personne peut se montrer trop arrogante et perdre lors d'un scrutin au suffrage universel. C'est parfaitement possible, c'est même arrivé. Il peut toujours tenter sa deuxième chance, mais est-ce que ça marchera? J'en sais rien. Je n'ai jamais dit que Nicolas Sarkozy. Devant moi, c'est une idée sur le J'ai une question pour toi. L'arrogance est-elle la marque d'un grand homme? Non, elle est sa bonne secrète. Oh. C'est-à-dire clairement que si jamais un homme apparaît comme trop arrogant, si jamais il est... Si jamais, pensez, je sais pas, des mecs comme Churchill ou De Gaulle. De Gaulle, en visite au Louvre, passe devant la Joconde avec son épouse qui n'avait pas son intelligence. Attends, il passe devant la Joconde et Yvonne De Gaulle dit « Oh Charles, si seulement on pouvait avoir ce tableau à la maison !» Grosse boulette devant les médias, c'est du patrimoine national, machin. Et il dit « Mais voyons Yvonne, mais où est-ce que tu veux que je trouve le temps de peindre ?» Ça, c'est une belle marque d'arrogance. Il le cache, il est obligé de le cacher. Parce que sinon, si on manifeste trop, les gens vont être jaloux. Et les gens jaloux, ça vote pas forcément pour vous. Or, De Gaulle a quand même fini par accepter le suffrage. C'est les capacités qu'il a et qu'il manifeste au travers de l'arrogance qui fait de lui que c'est un grand homme. Oui, c'est vrai. Une petite question pour équilibrer avec ces résultats pour Céline. Tu as parlé d'amour, mais n'est-ce pas l'amour du pouvoir qui provoque un petit peu d'arrogance? Si. Mais de mon point de vue,
l'amour du pouvoir, c'est pas. Enfin, je vais pas dire que c'est pas respectable, mais je range l'amour qui porte à des sentiments nobles dans une autre catégorie que l'amour simplement la vanité et le goût pour la suprématie. Moi j'ai une question pour vous. Ah non, non, Ah, ça, laisse-la parler.